Bonjour Maurizio. Bonjour Joseph. Donc cette crise sanitaire apparaît ainsi, et par le confinement à domicile surtout qu'elle nous a imposé à tous, comme une certaine synthèse, et nous en parlerons, entre la vie et la technique, comme tu l'as beaucoup rappelé dans plusieurs interventions récentes. Et en effet, nous sommes aujourd'hui contraints de ne plus pouvoir différencier ou dissocier le lieu de nos vies privées, donc l'habitation, et les différents moyens techniques à notre disposition, réseaux sociaux, vidéoconférences, vidéo-enseignements aussi, pour espérer participer à la fois dans nos vies personnelles, mais aussi dans nos activités professionnelles à la sphère publique. Nous sommes confinés à domicile et en même temps, nous sommes sollicités plus que jamais à des suppléments de travail, voire à une réinvention de nos manières de travailler qui se conjuguent toujours avec la technique. Voici donc ma première question. Quels peuvent être les effets de cette synthèse dans laquelle nous sommes entraînés entre espace de vie privée et espace public professionnel, synthèse animée et médiée par la technologie et en même temps imposée pour des raisons sécuritaires évidentes, à la fois dans l'existence même de nos individualités libres et pour l'espace public, politique, sociologique. C'est des grandes questions évidemment, mais alors je vais essayer en disant que comme toutes les crises, votre président a dit on est en guerre. Évidemment, il y a quelque chose de l'état militaire nécessairement en ce cas. Je ne suis pas de ceux qui partagent l'hypothèse que c'est l'acte d'une stratégie sécuritaire puisque on a vu et les marchés et les gouvernements qui ont été pris en contre-pied, ne prévoyaient pas la chose, donc il serait très étrange comme coup d'État. Mais comme toutes les situations, disons, de guerre, de mobilisation, il y a d'une part une accélération de projets et de situations déjà en cours, et de l'autre part, une révélation de choses qui nous étaient encore cachées. Je commence par l'accélération. L'accélération, c'est le fait que on était déjà branché, mobilisé par la technologie du web depuis longtemps et ça est entré de plus en plus dans nos vies. On connaissait très bien la chose. Donc, mais on ne savait pas que c'était tellement importante que le jour viendrait où toutes nos relations passeraient par là. Et donc, c'est évidemment l'accélération. L'accélération d'un procès en cours et de plus en plus, alors s'impose la question sociale, c'est-à-dire on sait très bien qu'il y a des travaux qui sont en train de disparaître et sont les travaux les plus menacés par cette crise puisque ce sont des travaux qui se font, disons, en direct. On sait, puisque ce sont des données qui ont été diffusées, que d'un côté, les propriétaires de plateformes n'ont jamais gagné comme aujourd'hui, évidemment, puisque tout passe à travers les plateformes et tout ce gigantesque capital de données est multiplié de plus en plus par l'usage continuel qui est fait. De l'autre côté, on sait que déjà dans les États-Unis, on a 20 millions de personnes qui ont perdu leur travail. Donc, c'est une quantité immense, par-delà des vies, vraiment pour le travail. Ce qui nous impose et impose à l'Europe en ce moment une question qui est cruciale, celle de créer un welfare digital qui peut et doit être fait. Je crois que des décisions qui seront prises par l'Europe par rapport à cette crise qui est sanitaire et économique en même temps dépendra l'avenir de l'Europe. Il y a évidemment s'est construit une plus-value digitale immense, bien plus grande que la plus-value qui était classique du capital
classique, puisque dans le capital classique, il se passait que le travailleur travaillait à l'époque 10 heures et 5 heures il travaillait pour lui-même, pour payer sa propre subsistance, et les autres 5 heures c'était pour la plus-value du patron. Maintenant, c'est encore plus compliqué puisque nous tous travaillons 24 heures sur 24, enfants et vieil hommes inclus, nous tous produisons de la valeur. Apparemment, c'est un pacte égal. Comme il s'agit d'une immense quantité d'argent qui, capitalise la vie humaine, qui peut produire de l'automatisation, ce qui est déjà très important. On peut faire des automates de plus en plus perfects. Pense à comment travaille bien Google Translate, et c'est justement puisque ce sont les formes de vie des humains qui sont en jeu là. De l'autre côté, on peut faire une distribution parfaite. C'est l'économie planifiée parfaitement réalisée, puisque on connaît vraiment ce que sont les besoins et les nécessités des personnes. Et en plus, on peut faire de l'argent, de l'argent classique, puisque si quelqu'un veut devenir président des États-Unis, il vient chez toi, te demande alors, et il paie. Donc, tout cela est un avantage immense. En plus, je trouve que c'est très bien que cela ne soit pas étatique, puisque quand ce sont des entreprises privées, ils n'ont pas des intérêts de contrôle idéologique de nos propres idées. Mais il est vrai qu'il y a une plus-value qui est complètement ignorée et que si elle était partagée, elle pourrait contribuer à engendrer un welfare digital qui serait la sauvegarde de l'Europe, du monde, et n'oublions pas d'autres pays, d'autres continents qui se trouvent dans la même situation. Donc là, je dirais l'accélération et les remèdes qu'on peut avoir pour l'accélération. Si je comprends bien, tu vois donc dans le rapport entre l'existence humaine et la technologie la possibilité d'une certaine capitalisation de la nouveauté, de la redéfinition et de l'accroissement de la vie à la fois privée et publique que pourrait représenter justement l'automate. L'automate ne serait pas uniquement ou strictement un ennemi technique de l'humain. Cette crise nous montrerait donc des possibilités insoupçonnées. Mais voici ma question. Quelle doit être, s'il doit y en avoir, la limite à inscrire entre l'existence humaine et l'automate? Ne risquons-nous pas ici, si nous ne possédons pas un certain critère, aussi mobile et flexible soit-il, de perdre ou d'abandonner, d'oublier ou de refouler ce qui anime pourtant l'existence humaine dans ce qu'elle a de plus spontané, justement, ses peurs et angoisses, ses tremblements et effrois, ses élans passionnels à la fois de responsabilité et d'amour, et qui tous, ainsi que d'autres, s'extraient toujours de leur traduction dans et par des moyens techniques, et demeurent déjà autrement significatives que là où s'entretient le rapport entre l'existence et l'automate, aussi grandiose que l'automate peut être pour l'existence humaine. Alors voilà, ça me reconduit à la question de la révélation, puisque j'avais dit, il y a une accélération, une révélation. La révélation qui est strictement, ça se peut partager là aussi en deux. Premièrement, on était tous accoutumés à parler de on-life comme si on était tous on-life, et là, on voit très bien que comment le off-life nous manque, comme nous manque le contact physique, des habitudes qui faisaient partie normalement de notre vie et qui nous viennent à manquer, et ça se perçoit de plus en plus. Si vous voulez, c'est la vieille idée de Heidegger qui disait que tu te rends compte de l'importance d'un instrument lorsque cela ne marche pas, lorsque le marteau se cache
tu comprends vraiment qu'est-ce que le marteau. Avant, tu n'y pensais pas. Là, lorsque se brise la vie en présence, tu comprends vraiment qu'est-ce que c'était la vie en présence. Et puisqu'on a parlé de Heidegger, il serait fascinant de relire, c'est une suggestion de lecture si vous voulez, prenez Sein und Zeit, l'être et le temps, relisez-le maintenant à la situation actuelle, puisque toutes ces situations, le Dasein, l'être là, le Mitsein, l'être ensemble, qu'est-ce que cela devient en ce moment? Donc, d'un côté, il y a ce point de vue. De l'autre côté, par contre, je ne crois que il y a la véritable possibilité d'une mécanisation de la vie. Je trouve quelque chose, c'était fascinant lorsque j'étais presque gosse, la formulation de Deleuze et Guattari, les machines désirantes, mais il faut savoir que les machines, elles ne peuvent pas désirer. Et donc, tout ce cauchemar des machines qui veulent prendre le pouvoir, qui vont commander nous, les esclaves, etc., etc. Pas de souci. Il y a un souci qui est plus qu'un souci, c'est une réalité. Ils vont prendre notre travail, sans doute, ils vont le prendre, mais ils ne veulent pas prendre le pouvoir ni nous amener nulle part parce qu'ils ne savent pas où aller. Seulement un vivant sait où il doit aller et perçoit la nécessité d'aller quelque part. Parce que si on veut faire la division très simple entre, disons, l'âme et l'automate. L'âme, ce n'est pas seulement l'âme humaine, c'est aussi le vivant en général, c'est la plante, c'est l'animal non humain, etc. L'âme a cette caractéristique, elle n'a que deux positions, on-off, ou bien elle est allumée ou bien elle est éteinte. Ce qui fait, et là je reviens une fois de plus à Heidegger, qu'on a urgence, on a un métabolisme qui lutte contre l'entropie qui serait la mort qui nous attend. Ce métabolisme et la possibilité d'une interruption fait ainsi que nous, on est des animaux téléologiques, c'est-à-dire on a des fins, il faut aller quelque chose. On peut s'ennuyer, on peut désirer, on peut être pressé, par exemple. Imaginez tout le rythme de l'économie, par exemple. Il est régi par les nécessités métaboliques des humains. On ne fait pas un chèque payable dans 1 million d'années, puisque personne va encaisser ce chèque, comme personne ne va vivre 1 million d'années. Et tout cela, et c'est là, si tu veux, tout le problème de l'humaine, qui est donc ce qui donne le temps, ce qui donne le rythme, et ce qui donne le but général de tout le système, c'est l'humain, dans notre cas, et c'est notre propre physiologie. Donc, c'est nous qui donnons le temps, c'est nous qui dictons les lois, et pas de souci quant à cela. L'organisme, l'automate, qu'est-ce qu'il fait par contre? L'automate, évidemment, l'automate a besoin d'électricité. Mais ce n'est pas la même façon que nous avons besoin d'eau et de quelque chose à manger, parce que elle peut vivre, si j'oublie un essuie-cheveux quelque part durant 1 an, puis je reviens, toi, tiens, et il marche à nouveau. Si j'oublie un canard
quelque part sans alimentation, je trouve un cadavre de canard. Là, c'est une différence immense qu'il ne faut jamais sous-estimer. Donc, l'humain, c'est l'humain, l'âme. L'âme, en général, c'est on-off, et l'automate, c'est on-off, 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 on-off. Puis, il est vrai que l'ampoule se brise à un moment donné et tout cela, mais c'est programmé pour ce on-off. Mais le rythme, c'est nous que le donnons. Donc, disons, l'humanisation de la technologie, elle est typique parce que il n'y a pas d'humain sans technologie. Nous sommes amenés à penser que la technologie, c'est une chose récente. La seule différence entre l'animal humain et l'animal non humain, c'est le fait d'avoir humaine, la pousse qui s'oppose, donc la possibilité d'avoir des instruments, et de là, toute l'histoire de la technique. Écoute, je suis tout à fait d'accord. J'aurais beaucoup de choses à dire sur l'âme on-off. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur ça. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il est inutile de simplement condamner la technique et son déploiement aujourd'hui dans l'avancement à tous les niveaux de nos existences. Mais je demande, et je me demande, et ainsi te pose la question, Maurizio, ne crains-tu pas une certaine homogénéisation du langage, de la parole, si nos rapports sont chaque fois médiés par des moyens technologiques? Peut-être cette médiation peut-elle créer, comme chez Deleuze et Guattari, un nouveau langage, voire des nouveaux langages, mais en même temps, comment éviter le contraire, à savoir un nivellement qui mènerait à un certain appauvrissement, voire perdition du langage et de son inventivité, si l'humain, l'être humain, se doit de toujours en passer par des moyens techniques pour s'exprimer et communiquer? J'ai parlé récemment avec un ethnographe qui m'a dit que il y a maintenant des contacts entre les Indiennes de l'Amazonie par l'intermédiation d'Internet, les Inuits, puisqu'il y a des analogies linguistiques, et ils commencent à communiquer, et il y avait des langages, des langues qui étaient en voie de disparition, et que maintenant renaissent. Merci beaucoup, Maurizio. Dernière question. Quel est ton antivirus philosophique? Il ne faut pas, disons, surestimer la philosophie. C'est-à-dire si, puisque il est vrai, ce sont des moments où les gens disent l'antivirus philosophique, et alors c'est tout un défi, dire moi je lis Montaigne, philosopher c'est apprendre à mourir, et choses comme ça. Non, je suggère simplement l'histoire de la Première Guerre mondiale de Basil Littleheart, le grand historien anglais. Non seulement puisque c'est un chef-d'œuvre littéraire, par exemple, Borges le rangeait entre les 10 meilleurs livres qu'il connaissait, mais parce qu'il nous apprend qu'est-ce que c'est la véritable guerre par rapport à la guerre que nous sommes en train de vivre. C'est effroyable ce que nous vivons maintenant, mais on a eu des moments où c'était normal que quelqu'un, en bonne conscience, pouvait ordonner à 10 000 gens de 20 ans de se faire tuer comme ça, pour rien. Merci beaucoup, Maurizio. Merci à toi.